On retrouve le docteur Christophe Prudhomme devant l'hôpital où il est de garde à Bobigny en région parisienne. Docteur, vous êtes le porte-parole de l'AMUF, l'Association des médecins urgentistes de France. Bonjour à vous. Sur ces transferts, vous êtes très critique. Pourquoi ? Nous remercions nos collègues qui se mobilisent en province, mais ces transferts mobilisent énormément de moyens qui pourraient être mieux utilisés si nous avions la possibilité d'ouvrir les lits de réanimation là où les besoins sont les plus criants, c'est-à-dire en Île-de-France. Ici, à quelques kilomètres de mon hôpital, il y a un deuxième hôpital qui était en cours de fermeture. Heureusement, nous avons pu rouvrir quelques lits de réanimation parce que les appareils, les ventilateurs n'avaient pas été vendus, mais la moitié de l'hôpital est vide, il y a les locaux. Donc il serait plus raisonnable de transférer les respirateurs, de mobiliser du personnel, y compris en le transférant à Paris, plutôt que de transférer les patients. Vous savez, le premier TGV, c'était 150 soignants mobilisés pendant 24 heures pour transférer 20 patients. Pour nous, c'est une débauche de moyens à visée médiatique qui ne nous paraît pas le plus pertinent. Des transferts trop gourmands en personnel, donc selon vous, trop gourmands en logistique, mais qui permettent de sauver des vies. Oui, mais pour sauver des vies, vous savez, tout transport de patients, c'est prendre des risques. Moi, je préférerais effectivement qu'on arrête de transférer les patients. C'est ce que nous faisons tous les jours au SAMU, au sein de l'Île-de-France. Il y a une mauvaise répartition des lits de réanimation. Et puis, vous savez, pourquoi sommes-nous dans cette situation-là aujourd'hui ? Si nous avions eu, avant de partir en guerre, pour reprendre les mots du président de la République, le même nombre de lits de réanimation qu'en Allemagne rapporté à la population, mais nous n'aurions pas eu 5 000 lits en France, mais 10 000, et la situation aurait été complètement différente. Donc on gère la crise, la pénurie, pas de meilleure manière. Je pense que ces transferts, il aurait fallu y réfléchir différemment, parce qu'il y a des capacités qui peuvent être disponibles si effectivement on transfère le matériel. Vous savez, c'est plus simple de transporter un respirateur que de transporter un malade. C'est quand même du bon sens. Et d'autant que dans cette crise, on est face à de multiples difficultés. On a vraiment l'impression que les problèmes se cumulent. Vous, urgentistes, vous craignez aussi une pénurie à venir de certains médicaments. Lesquels et pourquoi ? Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous savez, l'hôpital, déjà au quotidien, avant la crise, fonctionnait à flux tendu. Donc dès qu'on a des besoins qui augmentent, nous sommes en situation de crise. Nous courons après le matériel. Vous savez, dans un certain nombre d'endroits, les masques ne proviennent pas des agences régionales de santé, qui sont les autorités qui devraient les répartir, mais de l'entreprise par solidarité à côté de l'hôpital, où on a trouvé quelques masques, et donc par amitié, parce qu'il y avait des contacts, ils viennent nous livrer des masques. C'est du bricolage. C'est ça aujourd'hui qui nous met en colère. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de crise, et y compris la communication est une communication où on ne dit pas clairement les choses, parce que sur le port du masque pour la population, et y compris pour les soignants, eh bien on ne s'appuie pas sur des données de santé publique, mais on gère de la pénurie. Vous savez, envoyer un avion en Chine pour ramener 4 500 000 masques, 4 500 000 masques, c'est ce qu'il faut normalement, si on travaille correctement dans les EHPAD, pour 2 jours de travail dans les EHPAD. Donc il faut aujourd'hui mettre l'industrie française au travail, qu'on fabrique les masques en France, qu'on prenne des mesures de réquisition d'entreprises pour éviter de mobiliser des avions pour aller chercher les masques en Chine. On doit être capable quand même assez rapidement. On a de l'industrie textile, on a vu que l'industrie cosmétique était capable de produire des gels hydroalcooliques. Donc on a bien des entreprises textiles qui peuvent fabriquer les masques en France très rapidement. Effectivement. Docteur Prudhomme, je vais vous arrêter là. Docteur Christophe Prudhomme, je reviens vers vous en tant que porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Vous, quel est le message que vous souhaitez faire passer sur l'hydroxychloroquine ? Effectivement, pas d'automédication, mais pas d'automédication avec l'hydroxychloroquine comme avec tous les médicaments qui sont sur prescription, c'est prendre des risques. Le problème aujourd'hui, c'est que pourquoi les gens se jettent sur l'hydroxychloroquine ? Parce qu'aucune stratégie correcte n'a été mise en place. Il aurait fallu effectivement pouvoir dépister les patients. Nous n'avions pas de test pour pouvoir tester sous contrôle médical l'hydroxychloroquine en traitement de masse au stade précoce de la maladie. C'était ce qui était demandé par un certain nombre de scientifiques. Alors la guéguerre entre les scientifiques par médias interposés, ce n'est pas sérieux. Nous sommes là aussi dans une situation où, du fait du retard des autorités pour avoir un dépistage de masse, nous n'avons pas pu mettre en place des études très précoces sous contrôle médical pour savoir si l'hydroxychloroquine était un médicament efficace. Voilà. Merci. Donc effectivement, il y a des dérives avec de l'automédication parce que concrètement, il y a une perte de confiance de la population dans les autorités sur cette question. Merci.